qui a terminé au camp de représailles de Lübeck, dont je n'ai aucune leçon à recevoir de tous ces grands prêtres médiatiques, hein, sur ce qu'on vient de penser ou de ne pas penser. Et je dis, en tant que fils de résistant, c'est une honte ce que vous faites, messieurs les grands prêtres, les nouveaux médiateurs, les nouveaux professeurs de la bien-pensance. Vous êtes en train d'expliquer à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants demain, que les Français en 40 étaient des collabos, des crypto-nazis et des racistes. C'est un scandale. Les Français étaient des résistants et il y a eu des collabos. C'est pas la même chose. Et quand on parle de l'Indochine, les soldats français qu'on a abandonnés là-bas, que les politiciens ont abandonnés là-bas, à la cage aux buffles, on dit que ce sont des terroristes. Et quand on parle de l'Algérie, on dit que ce sont des tortionnaires. Alors moi, je vais vous dire ce soir, en présence de la télévision, moi je suis fier de la colonisation française. Ouais. Bien sûr, il y a eu des fautes, bien sûr, il y a eu des excès. Je vous signale que la colonisation française, c'est pas la droite qui a commencé, c'est la gauche. Et il y a eu les missionnaires, il y a eu les professeurs, il y a eu les médecins, il y a eu les grands équipements, il y a eu les pieds noirs, et il y a eu les harkis. En cet instant, je leur rends hommage aux pieds noirs. Regardez là. Bravo. Et en fait, leur idée, c'est non seulement de nous culpabiliser, de provoquer ce qu'on appelle la haine de soi, qui n'est pas la haine de soi. La haine de soi, en fait, ça consiste à battre sa culpe sur la poitrine de ses ancêtres, ce qui est indécent et injuste. Pourquoi ils veulent nous culpabiliser? Parce qu'ils préparent l'assimilation à rebours, la colonisation à l'envers. C'est ça qu'ils préparent. Je me souviens, le 13 février 1991, un colloque au Sénat sur le Vietnam, sur la guerre du Vietnam. La salle est comble, il y a une grande tension. Et tout à coup, à la tribune, le secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Jacques Beuclair, trépigne, se lève, se rassoit, se penche sur sa gauche, se penche sur sa droite. Que se passe-t-il? On a l'impression que c'est un soldat qui revit des événements tragiques dans son regard. Il a été 4 ans au camp 113, le camp Viet Minh. Il a assisté à la cage aux buffles. On attachait les soldats français prisonniers à des pilotis dans une eau putride sous la maison à pilotis. Et on laissait venir les maringouins, des puces géantes, qui venaient les manger. Ils geignaient, puis ils s'éteignaient. Ce sont des centaines et des centaines de Français qui ont disparu, sans sépulture. Alors, Jean-Jacques Beuclair se lève. Le doigt hésite, il tremble. Il désigne au milieu de la salle un homme. Et il dit, il y a là-bas un homme qui n'a rien à faire ici. Un homme qui était mon geôlier, qui était le chef de la rééducation politique des prisonniers français. C'est lui, je le reconnais, Dai Dong. Dai Dong. Levez-vous, Dai Dong. Dai Dong, en français, c'est Georges Boudarel. Dai Dong s'est levé, a dit, je suis fier de ce que j'ai fait. Alors, on a été un certain nombre de parlementaires à déposer une plainte pour crime contre l'humanité, contre Dai Dong. La justice n'a rien fait. Et plus tard, lorsque je suis tombé par hasard sur son formulaire de demande de retraite de l'université, puisqu'il était enseignant à la Sorbonne, eh bien, il avait rempli à la main période 1951-1954 pour avoir ses droits à la retraite, voyage d'études en Extrême-Orient. Voilà. Et donc, moi j'ai écrit ce livre pour vous dire à vous, chers amis, allez, relevez la tête. Maintenant, ça suffit, on n'accepte plus. On est fiers de la France, on n'accepte plus rien. On n'accepte plus rien. On n'accepte plus cette honte, cette culpabilisation de la France.
vous raconter une anecdote. Une anecdote incroyable. On marchait à Florence, ça a duré 4 heures, avec François Mitterrand. Et il était en verve, et comme il m'aimait bien, il m'a fait ses confidences. Et à un moment donné, je lui dis, est-ce que je peux vous poser des questions plus gênantes? Il me dit, aucun problème, il n'y a pas de questions gênantes. Je dis, vous pouvez me raconter comment vous avez créé SOS Racisme? Il me dit, pas de problème. Ça s'est passé dans mon bureau. Il me dit les gens qui étaient là. Il me raconte toute l'histoire. Il me dit, voilà, on est parti de l'étoile jaune. On a fait la main jaune. C'est-à-dire que l'immigré sera le juif d'aujourd'hui pour vitrifier, pétrifier tous ceux qui veulent parler de l'immigration. Le migrant devient le prolétaire, vu que depuis 1983, on ne peut plus avoir le soutien des ouvriers puisqu'on les a abandonnés à la mondialisation sauvage, avec la liberté des capitaux. Je dis en somme, le monde des migrants est devenu à ce moment-là un lumpen prolétariat de substitution parce que vous avez besoin d'une force électorale d'appoint. Il me dit exactement. Et donc, il me dit textuellement, c'est la captation de la Shoah par les lobbies immigrés qui font du peuple migrant le nouveau peuple élu. Voilà la manœuvre. SOS Racisme, vous savez, il y a SOS Baleine, SOS Tout Petit, SOS Chat en danger. Vous remarquerez qu'à chaque fois, il s'agit SOS de l'ancien SOS pour l'objet qu'on veut sauver. Ben, SOS Racisme, SOS Baleine veut sauver les baleines. SOS Racisme veut sauver les racistes. Ils aiment tellement les racistes qu'ils s'efforcent d'en faire davantage de peur d'en manquer. Et donc en fait, voilà la manœuvre de Mitterrand, voilà la manœuvre de la gauche, et ça continue par rapport avec le droit de vote des étrangers, etc. Il s'agit tout simplement de culpabiliser les Français et en même temps de les préparer au changement de peuplement. Ce matin, j'entendais une chose inouïe. Monsieur Moscovici qui est commissaire à l'économie à l'Europe, bon, il a été exfiltré par Hollande parce qu'il ne savait pas comment s'en débarrasser vu ses résultats en France. Plus vous êtes mauvais en France, plus vous avez de la promotion à Bruxelles. Et il a dit ce matin, oui, il y aura 3 millions de migrants supplémentaires en 3 ans. Ah, c'est marrant, il y a 15 jours, c'était 24 000. Donc c'est 3 millions. Bon, ça peut être 6 millions. Hein. Peut-être plus, sans doute plus. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il ajoute. Il dit, c'est très important, ça va fouetter la croissance. Donc, pour dire une chose pareille, mais même un mec comme Régnier, pourtant il en dit des bêtises, mais celle-là, il l'a pas faite, vous voyez. Donc Moscovici a dit ça. Voilà. Et donc voilà. Donc en fait, ils veulent changer l'identité de la France parce qu'ils la détestent, la France. Ils la haïssent dans ses profondeurs parce qu'ils ne veulent plus d'une France avec des racines gréco-latines et judéo-chrétiennes. Alors nous vivons sans politique. Nous vivons sans politique, il faut en être conscient. Qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? C'est le primat d'un pouvoir légitime sur les pouvoirs de fait, à l'extérieur, les hégémonies, les empires, à l'intérieur, les féodalités. C'est une vieille loi depuis les Grecs et les Romains. Quand il n'y a plus de politique, l'économique et la politique fusionnent. Et c'est l'économique qui l'emporte sur la politique. C'est ce que voulaient les grandes firmes nationales. Nous y sommes. Et quand il y a la fusion entre l'économique et le politique, c'est-à-dire que la puissance privée l'emporte sur la puissance publique, le pouvoir est vide. Aujourd'hui, en France,
le pouvoir est vide. La potestas, pour parler comme les latins, la potestas est partie à Bruxelles et l'autoritas à Canal+. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis jamais invité. Parce que je risque de choper l'autoritas avec les téléspectateurs. Alors, en fait, oui, voilà, de toute façon, c'est un bon début. Et vous êtes très sympathique. Et oui, j'étais invité en fait par Madame la Nouvelle, là, qui est très sympathique aussi, très charmante surtout. Et on m'a décommandé 3 heures avant l'émission. Je n'ai pas compris pourquoi. Et en fait, j'ai vu qu'à la place de mon livre, il y a un gars qui est venu pour défendre un autre livre, c'est Mein Kampf. C'est plus rentable. Bref, alors, reprenons le fil. Donc, quand il n'y a plus de politique, il y a les féodalités. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, parce que ça, c'est le plus important de ce que je vais vous dire. Les féodalités, ça veut dire les lobbies et la marchandisation du monde. Les lobbies, c'est extraordinaire. J'ai un chapitre dans mon livre sur le Parlement européen. C'est la corruption généralisée. Ok ? Ben, pour l'instant, il n'y a pas un procès. J'ai dit des choses sur la commission de Bruxelles qui sont intolérables du point de vue de leur honneur. Il n'y en a pas un qui a bougé. Et il y en a même un qui a dit, moi je me suis reconnu. et donc les lobbies, je ne vous la fais pas, mais il y a 30 000 lobbyistes à Bruxelles. 30 000 lobbyistes qui sont jour et nuit sur vous, quand c'est pas dessous. Et alors, donc ils vous tiennent la main comme ça, vous voyez, hein, et derrière les lobbies, il y a les entreprises germano-américaines, etc., avec ce qu'on appelle les carrières essuie-glace. Vous savez ce que c'est la carrière essuie-glace? Un coup, je suis commissaire, un coup, je suis lobbyiste. Vous voyez, et si je suis commissaire à la banque, je vais devenir lobbyiste à la banque. Vous voyez. Vous êtes d'abord, par exemple, commissaire, vous faites le nouveau droit bancaire, et après vous terminez à la BNP. Tellement simple. Et donc, voilà. Et un jour, le 17 mars 2007, je me suis retrouvé par hasard au Parlement européen à Bruxelles, et là c'est beaucoup plus grave, pris dans une réunion, 400 personnes, nœud papillon, c'était UP, il y avait Trichet, il y avait monsieur Antoine Seyer, il y avait beaucoup de grands patrons, de grands médiateurs, il y avait Kissinger, Brzezinski, il y avait les Américains, etc. C'était la réunion de la section Europe de la trilatérale. Et moi, je ne suis pas du tout conspirationniste. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont déjà le pouvoir, comme a dit un jour Fillon, qui fait partie du groupe Bilderberg ainsi qu'Alain Juppé. Mais j'aime pas trop ces groupes secrets qui se réunissent confidentiellement. Et surtout, je n'ai pas aimé ce qu'ils ont dit ce jour-là. Ce jour-là, ils ont lancé un appel pour que le traité transatlantique soit mis sur pied dans la décennie parce que c'était très important pour les entreprises américaines. Voilà. Donc en réalité, il y a au-dessus de nous des lobbies. Parce que quand il n'y a pas le contrôle démocratique, qui est un pouvoir lointain, alors les lobbies sont tranquilles. L'Europe est un être des abysses, elle ne craint que la lumière. La marchandisation du monde. La marchandisation du monde, c'est un autre mot pour américanisation du monde. La marchandisation. Quand vous n'avez plus le pouvoir politique, c'est l'économie qui commande, donc c'est les grandes firmes. Bayer, BASF, Monsanto, ça vous dit quelque chose? Moi j'ai vu comment ils ont détruit les abeilles. Je me suis levé contre ça. Je raconte dans mon livre comment ça s'est passé, le pot de fer contre le pot de miel. Bon. L'empoisonnement de la terre, l'empoisonnement des animaux, des sols et des hommes. Je sais ce que c'est, moi, puisque j'habite la campagne et l'Institut Curie a soigné un cancer de l'œil gauche, un mélanome de la choroïde. Et je me suis renseigné, j'ai beaucoup travaillé pour savoir ce que je voulais savoir d'où ça venait. Voilà, les pesticides qui sont dans l'air. Donc en réalité, on travaille tous pour les grandes entreprises, mais qui ne travaillent pas pour nous.
Ça, c'est marrant, à la COP 21, là, ils ne vont pas en parler de ça. Ils ne vont certainement pas parler de Bayer, BASF et Monsanto. Ça serait tellement utile qu'on en parle. Tiens, à la COP 21, d'ailleurs, vous avez vu, il y a une chose qui est marrante. Les frontières, ça sert à rien, hein, vous savez. Les frontières, ça sert à rien. Quand Merkel a remis sa frontière, qu'est-ce que c'est, la frontière, ça sert à rien. Mais monsieur de Villiers, vous n'allez quand même pas remettre des frontières. Vous croyez quand même pas à ça. Ah oui. Mais ce qu'on ne fait pas pour le petit peuple en état d'insécurité, on le fait pour les grandes semondes. Avec la COP 21, on va rétablir les frontières. Donc la marchandisation de la terre, la marchandisation du travail, avec un immense marché du travail low cost. C'est ça que veulent toutes les grandes entreprises, Bolkestein, les travailleurs détachés, etc. C'est la possibilité d'exploiter les pauvres parmi les pauvres, les plus démunis des plus démunis. Et le plus grave, c'est la marchandisation du vivant. J'ai très bien connu le professeur Jérôme Lejeune. 8 jours avant sa mort, il m'a dit « Philippe, ne lâchez jamais sur la vie, elle commande tout. » L'avortement a été le passeport pour la transgression de tout. L'eugénisme, l'euthanasie, et demain le transhumanisme, c'est-à-dire l'idée de fabriquer un homme post-humain avec des nanorobots. Ils y travaillent dans une université en Californie. Nous assistons, impuissants et lâches, à la déshumanisation progressive du monde, je dirais par l'effacement planifié du visage de l'homme. Un principe, quand il était corné, est mort. C'est son Jésus. C'est la raison pour laquelle il faut affirmer le principe de la vie envers et contre tout. Et il est un scandale parmi les scandales, c'est que ceux qui défendent la vie sont montrés du doigt comme s'ils étaient des barbares. C'est une honte. La marchandisation du vivant, demain le transhumanisme, qui se bat contre ça? Alors, nous sommes face à deux menaces, chers amis. L'américanisation du monde et l'islamisation de la France. L'américanisation du monde. J'ai rencontré longuement quelqu'un qui m'a fait une forte impression, qui s'appelle Vladimir Poutine. Nous avons beaucoup parlé. Je lui ai demandé quelles sont les 3 différences entre la Russie et l'Amérique. Il m'a dit la première, c'est que l'Amérique veut un monde unipolaire, et moi je pense que la sagesse, c'est d'avoir un monde multipolaire, polycentrique. La deuxième différence, c'est qu'eux, ils veulent une économie spéculative, c'est très dangereux la bulle de savon, moi j'ai une économie réelle qui est d'être plus pauvre. Et la troisième différence, c'est les civilisationnels, je ne veux pas des femelles. Eux, ils veulent imposer leur modèle économique et sociétal au monde entier avec le multiculturalisme. Et là, il s'arrête, il me regarde et il me dit « Pourquoi continuez-vous, l'Europe, à écrire votre avenir sur le continent américain ? C'est une puissance déclinante. Les puissances de l'avenir, elles sont à mes côtés, de mon côté, du côté de l'Asie, c'est la Chine et l'Inde. Moi, je pourrais faire l'interface. Nous, la Russie, on pourrait être une bonne complémentarité pour vous. Bien industrielle, source d'énergie. Mais on pourrait faire le pont avec le monde de demain, pas le monde d'hier. L'Amérique, c'est le monde d'hier. Pourquoi vous obéissez à l'OTAN partout? Pourquoi vous suivez leurs aventures et leurs échecs partout? Et donc c'est une vraie question qu'on doit se poser pour le monde de demain. Ne faut-il pas un renversement des alliances? Ou plutôt, est-ce qu'on ne pourrait pas rééquilibrer notre vision du monde, nous la France, faire une petite place à la Russie, pour pouvoir faire une petite place à la Chine demain? Regardez le monde de demain, non plus que le monde d'hier. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, la France soutient Al-Nosra.
Al-Nosra, c'est Al-Qaïda. Al-Nosra, dont Laurent Fabius, un énarque, a dit il y a un an, ils font du bon boulot. Toutes les armes que la France a données à l'opposition dite modérée, elles sont parties chez l'État islamique, et maintenant on soutient Al-Nosra, Al-Qaïda. Alors pourquoi on les soutient? Parce que la classe politique française est achetée par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Bravo. Exact. Et quand on demande aux chrétiens d'Orient ce qu'ils pensent de la situation, ils versent des larmes en disant « Pauvre France, où est la promesse de Saint-Louis? Heureusement qu'on a Poutine. » Voilà. Et donc, par moments, je me dis, au risque d'être politiquement incorrect, et alors là, je pense que là, ça va être terrible. Et je ne peux pas ne pas la faire. Je donnerais volontiers Hollande plus Sarkozy contre Poutine. Ouais. L'islamisation de la France. L'islamisation de la France. Il ne s'agit pas de savoir, hélas, si la France va devenir une république islamique, mais de savoir quand. Écoutez-moi. Moi, je ne suis pas venu vous raconter des balivernes. Je suis venu vous dire la vérité. Et je prends tous les risques pour ça. Je dis bien tous les risques. Mon ami Éric Zemmour était hier au tribunal. Il a été traîné dans la boue par le parquet. Une fois par semaine, il est au tribunal. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire ce qu'on a envie de dire et qu'il est nécessaire de dire. Nous sommes dans un pays totalitaire. Réfléchissez bien, il y a 3 raisons. Premièrement, dans le Coran, la Sunna, la tradition musulmane, il y a une bipartition du monde. Personne ne le dit. Il faut le savoir. Le Dar el-Islam, là où est l'islam, la maison de la paix. Et le Dar el-Harb, la maison de la guerre, là où n'est pas encore l'islam. Et le devoir d'un musulman, s'il veut être fidèle au Coran, c'est d'aller porter le djihad dans le Dar el-Harb. Le devoir, par tous les moyens, et spécialement par la guerre. Et donc, l'État islamique est tout juste fidèle au Coran. L'État islamique retrouve l'État islamique de Mahomet, qui a mené 27 guerres successives et conduit une trentaine de campagnes militaires. L'islam n'est pas une religion de paix. L'islam est une religion de conquête. Et donc, l'islam ne veut pas notre mal. L'islam veut notre bien. Mais dans l'islam, il y a l'idée qu'on peut comprendre de l'intérieur, quand on étudie l'islam, il y a l'idée que le bien c'est l'islam et que le mal ce sont les infidèles. Et donc convertir le monde, c'est imposer le bien. Donc cette bipartition du monde, elle porte l'idée que nous sommes en guerre. Mais nous sommes en guerre, mais l'armée française sait bien qu'elle est en guerre. C'est une guerre d'élimination des chrétiens d'Orient. Haine, c'est marqué sur leur maison. Vous savez ça? Il y a 200 millions de chrétiens d'Orient qui sont menacés d'être égorgés. Et donc, on sait ce qui va nous arriver si on ne résiste pas. C'est une guerre d'intimidation chez nous, d'élimination chez eux, d'intimidation chez nous. Un exemple, vous pouvez profaner la croix du Christ. C'est une opinion. Si vous dites un mot sur l'islam, c'est de l'islamophobie, c'est un délit. Donc la première raison, nous sommes en guerre. C'est pas
pas nous qui faisons la guerre, c'est l'État islamique qui nous fait la guerre. Il y a 1300 Français qui font le va-et-vient pour préparer les attentats à venir. Est-ce qu'on va rester inerte ou est-ce qu'on va oser dire « oui, nous sommes en guerre ». Eh bien, cette guerre, il faut la faire et la gagner. Dans les évangiles, sauf erreur de ma part, la violence est un péché, mais la force est une vertu. Utilisez la force pour ne pas avoir la violence. La deuxième raison, c'est que retenez la formule, parce qu'elle dit tout. Elle n'est pas de moi, elle est de Al-Qaïda. L'enfantement, c'est le djihad des femmes. Et à quoi conduit l'invasion migratoire que l'État islamique nous a envoyée? Parce qu'il nous l'avait dit en février 2015, simplement les têtes de l'INOT, il a dit on va vous envoyer 500 000 personnes. Ça y est, en ce moment, ce sont à 90% des musulmans qui arrivent, les chrétiens ils restent là-bas. Et donc en réalité, l'invasion migratoire plus le taux de fécondité différentiel, c'est pas facile, on est mal barré. Oui. Et puis troisièmement et surtout, c'est l'esprit de dimitude. L'esprit de dimitude. Les dhimmis, ce sont les chrétiens et les juifs en terre d'islam. Ce sont des demi-citoyens, ils sont tolérés, ils payent un tribut et ils sont humiliés tous les jours. Et c'est ça qui va nous arriver. Nous sommes des dhimmis. Et nos gouvernants sont des dhimmis et des collabos. Ils veulent la mosquéisation de la France. Et j'ajoute quelque chose de très important. Pendant des années, et vous l'avez cru, peut-être, comme tant de Français qui le croient encore, on nous a dit, voilà, il y a deux islams. Il y a l'islam modéré, l'islam radical. Bon. Alors, l'islam modéré est dans les mosquées et l'islam radical est dans les caves. Il faut donc sortir l'islam radical des caves et construire des mosquées. Pas de bol. Qu'est-ce que disent les services de renseignement? Et c'est maintenant dans toute la presse. Eh bien, les petits djihadistes qui font les attentats, là, ils sont tous partis des mosquées. C'est les prêches de feu des mosquées qui ont armé leurs bras. Donc, moi je dis, il faut arrêter de construire des mosquées. Non à colomber les deux mosquées. La France ne doit pas devenir la fille aînée de l'islam. Ce qui peut tout changer, mes chers amis, ce qui peut tout changer, parce que ainsi va la vie, ainsi vont les événements, c'est qu'il y a dans notre peuple des ressources insoupçonnées en face des circonstances. Quelles circonstances? Le mur de Maastricht va tomber. Le mur du mensonge. Le rêve des élites post-nationales d'une fusion des nations s'est évanoui, abîmé dans le cœur des peuples. Il s'est désintégré parce qu'il était tramé dans un tissu de mensonges. La prospérité, la puissance, la sécurité. Schengen est mort. C'est la Madame Merkel qui l'a tué. L'euro est comme un canard sans tête qui continue à courir dans la basse-cour sous les rectaillons et le Parthénon. C'est Tsipras qui l'a tué. C'est plus jouable. On l'avait dit. Alors, certains disent « Ah non, on ne peut pas, c'est encore... » Bon, c'est plus jouable, je vous le dis. C'est une question de moi. On continue à payer, vous payez, on paye. Mais bon, on ne va pas pouvoir payer tout le temps. À mon avis, les premiers qui vont arrêter de payer, c'est les Allemands. La grande convergence culturelle, souvenez-vous, elle est morte à Budapest. Parce qu'on a la Hongrie et la Pologne qui disent « Nous, on préfère faire la bienvenue à Dieu qu'à Allah. Et vous, c'est le contraire. Vous fermez la porte à Dieu pour l'ouvrir à Allah. » Donc il y a une Europe qui est une Europe aseptisée, sous vide,
qui ne sait pas d'où elle vient, qui ne sait pas où elle va, l'Europe de l'Ouest, mais il y a une Europe orientale qui a retrouvé ses racines et qui dit nous, on ne marche plus dans cette combine-là. La culture, oui, la culture chrétienne, la culture de notre histoire, de notre continent. Donc en fait, l'Europe de Maastricht, elle est morte. C'est très important parce que quand le mur de Maastricht va tomber, souhaitons qu'il tombe sur ceux qui l'ont élevé, on va pouvoir refranciser nos rêves. C'est encore Solzhenitsyn qui m'a dit, vous verrez, quand le mur de Berlin est tombé, dans tous les pays soviétisés, on a pu reparler de la nation, de la patrie, les forces morales, etc., la famille, etc. Des mots qui étaient interdits sont devenus prononçables, à nouveau. Et donc, on va pouvoir refranciser nos rêves, on va pouvoir faire la grande Europe de l'Atlantique à l'Oural, dont j'ai parlé avec Vladimir Poutine, qui s'impose à nous, la grande Europe de l'Atlantique à l'Oural, telle que l'avait préconisé le général de Gaulle, et même jusqu'à Vladivostok maintenant. On va retrouver l'étymologie des mots. Comment peut-on être frère? Qu'est-ce que c'est que cette fraternité cosmique? La nation serait un obstacle à la fraternité cosmique, mais comment on est frère en genre humain quand on n'a plus de père, plus de mère? La patrie, c'est la terre renvoie à la terre des pères, c'est l'étymologie. La nation, naître, renvoie à la maternité. La paternité, la maternité. Donc la nation, la patrie, les patries charnelles. On va redécouvrir tout ça. Et puis, quand le mur de Maastricht va tomber, alors les petites lucioles vont sortir de la grande catacombe. Les dissidents tiendront les lucioles à la main. Ils hésiteront. Ce seront des franchisseurs de lignes rouges, des franchisseurs du périmètre sanitaire. Ils n'hésiteront pas à descendre et à sortir de la cage aux phobes. Aujourd'hui, tous les hommes politiques sont dans la cage aux phobes. Prostrés, tapis, silencieux. La cage aux phobes. Europhobes, xénophobes, islamophobes, homophobes. Touche pas à mon climatophobe. Voilà. Et tout ça, ce sont des délits. Autour de la cage aux phobes, il y a le périmètre sanitaire, il y a la judiciarisation des pensées et des arrière-pensées, les taupes de la taubira, qui font les 100 pas. Et pour un mot de travers, vous êtes disqualifié. Un député de base qui n'a pas trop l'art des circonvolutions, tout à coup il se met à citer le général de Gaulle, boum, oh, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Donc du coup, on a une classe politique aseptisée qui tourne 7 fois sa langue dans le micro-ondes pour ne rien dire, parce que tout le monde balise. Moi, je reçois des centaines de lettres. C'est dommage, j'aurais dû vous les apporter. Et oui, c'est marrant parce que j'ai envoyé mon livre à ceux que j'épingle, Sarkozy, Juppé, Fillon, par exemple, et c'est l'attaché parlementaire qui a dit ils n'ont pas fait attention, ils l'ont. Bon. Et ils me répondent bravo, quel beau travail. Ah, si les Français peuvent te lire. Merveilleux. Et donc, les franchisseurs de ligne rouge. Alors au début, ils iront en prison, mais il y aura trop de monde en prison, et finalement les prisons s'effondreront. Alors, quand je dis franchisseurs de ligne rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à aller jusqu'à certaines formes de désobéissance civique. Est-ce qu'on va continuer à payer des impôts pour des choses qui sont contraires à notre conscience et à ce qu'on a dans notre âme? Est-ce qu'on va continuer à payer des impôts pour un pays que nos politiciens sont en train de transformer de fond en comble pour le remplacer par un autre peuplement? Ça, c'est pas possible. Donc, ce sont des franchisseurs de ligne rouge, mais surtout, c'est eux qui remonteront les murs porteurs. Mon voisin, Samuel Gilbert, qui était un paysan sage, me disait souvent, tu sais, mon petit, quand on est dans l'obscurité, au bord d'un précipice, dans une maison qui s'effondre, et qu'on marche à tâtons, il faut chercher les murs porteurs. Les murs porteurs, c'est quoi? Le caractère sacré de la vie.
la filiation comme repère, la nation comme héritage, la frontière comme ancrage et le rêve français comme fenêtre sur le monde. La France, chers amis, je terminerai en vous disant ceci. La France est en dormition, mais elle n'est pas morte. Nous allons souffrir, souffrir, souffrir encore. La Providence a déposé en chacun d'entre nous, en chacun de nos cœurs, en chacun de nos esprits, une sorte de clin d'œil métaphorique. Dans le mot souffrance, il y a encore le mot France. Gesta Dei per Francos, ce qui veut dire Dieu a encore besoin des Francs. Merci.